Salutations, et bienvenue dans ce cours dédié aux primitives. Dans ce premier chapitre, nous allons apprendre ce que c'est que la primitive d'une fonction. Nous verrons la multiplicité des primitives, c'est-à-dire qu'il en existe plusieurs pour chaque fonction, et nous étudierons la notion de condition initiale et l'unicité de la primitive qui répond à une condition initiale. Commençons tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Alors, si on a une fonction f qui est définie sur un intervalle, on dit qu'une primitive de f sur cet intervalle, c'est une fonction notée grand F, dont la dérivée est f. Donc pour comprendre ça, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une dérivée. Si c'est pas très clair pour vous, je vais faire un petit rappel tout à l'heure, mais je vous conseille d'aller revoir un cours dédié aux dérivées. Donc, on dit que une primitive est une fonction dont la dérivée est la fonction qu'on étudie. C'est-à-dire que si on a une fonction, ici f de x égale 3x carré plus 4x moins 2, sa dérivée, c'est f' de x égale 6x plus 4. Ça, vous devez le savoir. Maintenant, si on se place du point de vue de cette fonction de droite, c'est-à-dire si on considère que la fonction que l'on étudie c'est f de x égale 6x plus 4, eh bien, on va dire que sa primitive, c'est f de x égale 3x carré plus 4x moins 2. Voilà, c'est tout simplement une question de point de vue. Soit on se place du point de vue de la fonction de gauche et on considère que celle de droite est la dérivée de celle de gauche, soit on se place du point de vue de la fonction de droite et on considère que celle de gauche est sa primitive. Alors, je dis sa primitive, en fait c'est une erreur, je devrais dire une de ses primitives, puisque en réalité, chaque fonction admet plusieurs primitives. On va voir ça tout de suite, on va le voir grâce à GeoGebra. Nous avons ici la courbe représentative de la fonction f de x égale x carré. On voit que c'est une parabole, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Je vais maintenant définir une variable que j'appelle a et qui va être déterminée par ce curseur. À cette variable, j'associe un point sur la courbe, le point grand A, qui a pour abscisse la variable en question, et pour ordonner, l'image de cette variable. Donc le point décrit toute la parabole quand je fais varier ma variable. À ce point, je vais maintenant associer la tangente à la courbe. Donc, on la voit tracée ici en vert clair. Cette tangente, on sait qu'elle a toujours la même orientation que la courbe. Lorsqu'elle est comme ici décroissante, c'est parce que la courbe est elle-même décroissante. Si elle est horizontale, comme là, c'est que la courbe atteint un sommet, un extrémum. Et si elle est croissante, c'est parce que la courbe elle-même est croissante. La tangente à la courbe indique la vitesse d'évolution de la fonction. Cette vitesse d'évolution, elle est déterminée par le coefficient directeur de la tangente. Alors je vais le représenter. Le coefficient directeur de la droite, c'est quand on avance de une unité, de combien on monte dans le même temps. Donc ici, par exemple, on monte de 5,8. Si je fais varier ma variable, donc je fais varier l'abscisse du point sur la courbe, on voit que le coefficient directeur se modifie. Ça dépend de la vitesse d'évolution de la courbe. Ici, le coefficient directeur est de 0,8 parce que la courbe évolue très lentement. Et maintenant, la courbe est décroissante, la fonction x carré est décroissante, donc le coefficient directeur de la tangente est négatif. On descend au lieu de monter. Si on se place par exemple ici, avec une abscisse de 3,3, le coefficient directeur de la tangente est 6,6. Alors je place ce point rouge là qui a pour ordonnée 6,6. Il représente le nombre dérivé de la fonction f. Et je peux tracer cette droite qui est la droite représentative de la fonction dérivée de f. Donc je l'ai appelée u de x égale 2x, c'est la dérivée de f de x, donc c'est pour ça que j'ai écrit également qu'elle est égale à f' de x.
vous avez dû déjà apprendre normalement que la dérivée de x carré c'est 2x. Donc là, tout est logique. Cette dérivée, cette fonction dérivée, elle indique la vitesse d'évolution de la fonction f en tout point. Donc si on se situe ici par exemple, on voit que le coefficient directeur de la tangente est égal à 1,8 et l'ordonnée de ce point rouge est également égal à 1,8. Si je me place par exemple x égale 4, le coefficient directeur de la tangente AF vaut 8, et l'ordonnée du point rouge vaut également 8. Donc ça veut dire que u de 4 égale 8. Alors je vais maintenant tracer une deuxième courbe, représentative d'une deuxième fonction, g de x égale x carré plus 5. On voit que cette courbe est également une parabole, et en fait elle est exactement la même parabole que celle de f, mais décalée de 5 unités vers le haut. On voit là, il y a 5 unités de décalage verticalement entre les deux courbes. Ce 5, c'est celui qui est inscrit comme constante x carré plus 5. Je vais donc maintenant, sur cette courbe, placer également un point, de la même façon que je l'avais fait pour la courbe verte. Je vais placer un point qui a aussi pour abscisse cette variable que j'ai définie. On voit donc que nos deux points là sont à la verticale l'un de l'autre, puisqu'ils ont la même abscisse, et je vais tracer la tangente en bleu qui passe par ce point, la tangente à la courbe de G, et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien on voit que les deux tangentes, la verte et la bleue, sont toujours parallèles l'une à l'autre. Quelle que soit la valeur de ma variable, quelle que soit l'abscisse que je choisis, la tangente à la courbe de f ou la tangente à la courbe de G sont toujours parallèles l'une à l'autre. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'elles sont parallèles ? Eh bien, ça signifie qu'elles ont en fait le même coefficient directeur. Si je dessine leur coefficient directeur, comme tout à l'heure, on voit qu'ils évoluent exactement de la même façon, ils sont toujours égaux. En ce moment, ils sont tous les deux égaux à 4,4 par exemple. Si je viens voir de plus près, on va pouvoir remarquer que, effectivement, les deux tangentes sont bien parallèles et séparées de 5 unités verticalement. Alors c'est logique que ces deux tangentes soient toujours parallèles, puisque les courbes sont exactement les mêmes. En tout point, les deux courbes ont la même inclinaison, la même vitesse d'évolution. Donc leurs tangentes sont les mêmes, elles sont parallèles. Elles ont donc le même coefficient directeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quel que soit x, les tangentes ont le même coefficient directeur ? Eh bien ça veut dire tout simplement que quel que soit x, les deux fonctions f et g ont le même nombre dérivés. Elles ont la même dérivée. Donc ça veut dire que u de x est non seulement la dérivée de f, mais est également la dérivée de g. Donc je peux inscrire ici que u de x égale 2x est égal à f' de x et est égal à g' de x. Alors en conséquence de ça, eh bien qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout simplement que si on se place du point de vue de la fonction u, f est une primitive de u, mais g est aussi une primitive de u. Puisque toutes les deux ont la même dérivée, puisque u est la dérivée de f et la dérivée de g, eh bien ça signifie que f est la primitive de u et g est aussi la primitive de u. Et ça c'est valable quelle que soit la fonction que l'on prend. En réalité, une fonction n'a pas une primitive, mais elle en a toujours plusieurs. On va voir en fait qu'elle en a même une infinité. Je vais pouvoir tracer maintenant d'autres fonctions qui ont la même dérivée. Donc par exemple x carré plus 2, x carré plus 9, x carré moins 5, ce sont toutes des fonctions qui sont x carré à une constante près. X carré plus une constante réelle ou moins une constante réelle. Et leur représentation graphique à chaque fois c'est la parabole, la même parabole que celle de f, la parabole de x carré, mais décalée verticalement, un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas.
Et donc toutes ces fonctions-là ont la même dérivée u de x égale 2x. On va donc pouvoir trouver en réalité une infinité de fonctions qui ont cette dérivée. C'est-à-dire, autrement dit, que u de x a une infinité de primitives. Si je trouve une primitive de u de x, eh bien, toutes les fonctions qui sont cette primitive en ajoutant une constante, eh bien, elles seront aussi primitives de u de x. Donc, pour conclure, on a vu que la fonction x carré admet pour dérivée 2x, mais on a vu que également la fonction x carré plus 5 a aussi pour dérivée 2x, et la fonction x carré plus 15,3 a aussi pour dérivée 2x, de même que la fonction x carré moins 5. Toute fonction qui est x carré plus une constante aura la même dérivée que x carré. Elles ont toutes pour dérivée 2x. Et comme la primitive est en fait le contraire de la dérivée, eh bien ça signifie que si on considère la fonction 2x, si on part de la fonction f de x égale 2x, et qu'on cherche ces primitives, eh bien on va en trouver une infinité, on va trouver x carré, mais on va aussi trouver x carré plus 5, x carré plus 15,3, x carré moins 5, et en fait toute fonction de la forme x carré plus une constante. Donc c'est ce qu'on appelle la multiplicité des primitives. Chaque fonction admet de multiples primitives. Elle en admet en fait une infinité. Donc on l'exprime de cette façon, soit f une fonction définie sur l'intervalle i, si on trouve une primitive grand F de f sur i, alors ça signifie que f admet une infinité de primitives sur i, qui sont toutes de la forme x donne grand F de x plus c, où c est une constante réelle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que grand F est la primitive de f. En fait, il faut dire que grand F est une primitive de f. Alors on peut dire aussi qu'on trouve toutes les primitives de f si on l'exprime à une constante près, en disant grand F plus c, c étant une constante réelle. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que parmi cette infinité de primitives pour une même fonction, on peut toujours en trouver une, et une seule, qui admet une valeur y0 donnée pour une valeur x0 donnée de la variable x. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, si je reprends mes fonctions de tout à l'heure, j'ai ici la fonction u de x égale 2x en orange, et j'ai plusieurs primitives de cette fonction qui sont tracées, qui sont des paraboles x carré et x carré à une constante près. Eh bien, si je définis un point particulier du graphique, ici le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0, eh bien on voit qu'il y a une seule parabole qui passe par ce point-là. C'est x carré. De la même façon, si je prends un autre point particulier, ici moins 2, 9, eh bien il y a aussi une seule parabole qui passe par là. Il y en aura toujours une et une seule, quel que soit le point que je prends. Donc là, je vais prendre un autre point au hasard sur le graphique. Voilà, pour l'instant on voit qu'aucune parabole ne passe par ce point, mais je sais que je peux en trouver une, et je vais en trouver une seule. Il y aura une seule parabole qui passera par ce point. La voilà. Ça marche aussi, si je prends un autre point, voilà, celui-là il est entre deux paraboles que l'on a déjà tracées, mais aucune des deux ne passe par ce point-là, mais je sais que je vais pouvoir en trouver une autre, la voici, qui passe par ce point donné. Donc ça veut dire que si je me fixe un x particulier et un y particulier, j'aurai toujours une primitive de ma fonction et une seule qui passe par le point qui a pour coordonnées ce x et ce y. Alors comment on peut être sûr qu'il existera toujours une et une seule primitive qui passe par ce point? Eh bien tout simplement parce que chaque courbe, graphiquement, chaque courbe est le décalage de la courbe verte, par exemple, vers le haut ou vers le bas. Toutes les courbes que l'on a là, on les obtient en décalant la courbe verte vers le haut ou vers le bas. Quand on modifie la constante que l'on ajoute à x carré, eh bien en fait ça revient graphiquement à décaler la courbe verte. Si on ajoute une constante positive, on la décale vers le haut, si on ajoute une constante négative, on la décale vers le bas. Eh bien, si je place un point quelconque sur mon graphique,
je sais que je pourrais toujours décaler ma courbe verte jusqu'à ce qu'elle passe par ce point, pourvu que le x de ce point soit dans l'intervalle de définition, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas sûr que ce soit bien clair pour vous, je vous conseille d'aller sur GeoGebra et de faire l'expérience par vous-même. Ce sera toujours forcément plus clair après. Alors, ce qu'on vient de voir là, en fait, c'est la notion de condition initiale. On peut écrire que, quelle que soit la valeur x0 et la valeur y0 que l'on prend, donc des valeurs bien fixées, on va toujours trouver une primitive de f et une seule, telle que grand F de x0 égale y0. Donc ça veut dire, graphiquement, que la courbe de cette fonction primitive passe par le point de coordonnées x0, y0. Alors, on va maintenant illustrer toutes ces notions que l'on vient de voir par un exemple. C'est un exemple de balistique très simplifié. La situation est la suivante. On lance en l'air une balle de tennis et on observe son déplacement. On va simplifier énormément notre situation en considérant qu'on lance la balle bien verticalement et qu'on néglige les frottements de l'air. Et on observe son déplacement. Donc on voit qu'elle monte d'abord très vite, puis de moins en moins vite, elle s'arrête en l'air et elle redescend, jusqu'à retomber au sol. Oups. Bon. On va considérer qu'on utilise un chronomètre qui démarre au moment où la balle quitte le lanceur. Ce chronomètre, c'est une variable t, comme temps. On va donc observer le déplacement de la balle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que on va observer d'une part sa position, c'est-à-dire son altitude. C'est y en fonction de t. On va également observer sa vitesse, v en fonction de t, et on va observer son accélération, a en fonction de t. Donc ce sont trois fonctions qui expriment chacune un paramètre qui varie en fonction du temps. Ces fonctions sont définies pour t supérieur à 0, bien entendu. Alors ce que vous savez peut-être, c'est que la vitesse, c'est en réalité la dérivée de la position. La dérivée, on se souvient que c'est la vitesse d'évolution d'un paramètre. Eh bien là, tout simplement, la vitesse de la balle, c'est bien la dérivée de la position de la balle. De la même façon, l'accélération, c'est la dérivée de sa vitesse. C'est la vitesse d'évolution de la vitesse. Donc on peut dire que chaque fonction est la dérivée de la précédente. Mais ça signifie aussi, d'après ce qu'on vient de voir, que chaque fonction est une primitive de celle qui est juste en dessous. Et c'est ça qui va nous servir dans cet exercice. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, on va commencer par remarquer une chose, c'est que au bout de 1,6 secondes, la balle s'arrête en l'air et retombe. Eh bien ça, c'est une condition initiale sur la vitesse. En effet, ça veut dire que v de 1,6 égale 0. Au bout de t égale 1,6 secondes, la vitesse égale 0. Donc ça veut dire en quelque sorte que la courbe représentative de la vitesse va passer par le point d'abscisse 1,6 et d'ordonnée 0. Ou autrement dit, l'image de t égale 1,6 par la fonction v égale 0. Donc ça c'est une donnée de l'observation. On va s'en servir tout à l'heure. Maintenant, on définit la fonction a, l'accélération, sur l'ensemble des réels positifs, par l'expression suivante, a est la fonction qui à t associe moins 9,8. Alors, c'est une fonction constante. C'est une fonction constante qui a toujours pour valeur moins 9,8. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Comment on le sait? D'où ça vient? La situation dans laquelle on est, c'est ce qu'on appelle une chute libre. Ça veut dire que le corps que l'on observe n'est soumis à aucune force externe. Il est soumis uniquement à son propre poids. On a dit qu'on négligeait les frottements de l'air, et en plus, on n'exerce aucune force sur la balle pendant son déplacement. Donc, la balle n'est soumise qu'à son propre poids. En physique, c'est ce qu'on appelle une chute libre. Donc ça peut désigner, comme dans le langage courant, la chute d'un pot de géranium ou d'un bébé cachalot. Ça peut désigner, comme ici, une balle qui monte et redescend. Ça peut désigner la trajectoire d'un avion 0G ou de la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre.
Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de AstronoGeek qui en parle de façon amusante et très bien expliquée. Alors, physiquement, dans le cas d'une chute libre, sur Terre, l'accélération à laquelle est soumise le projectile est constante, et elle est toujours dirigée vers le bas. Et sa valeur, c'est 9,8 mètres par seconde carrée. Donc c'est pourquoi notre fonction a cette expression, a de t égale moins 9,8. Le 9,8, c'est la valeur de la gravitation terrestre. C'est une donnée physique intangible. Et le moins, c'est une convention pour indiquer que l'accélération est dirigée vers le bas. Alors maintenant, ce qu'on va chercher, c'est la primitive de a sur l'ensemble des réels positifs, qui vaut 0 quand t égale 1,6 secondes. Donc en fait, on va chercher la fonction vitesse qui répond à la condition initiale. La fonction vitesse, on sait que c'est une primitive de la fonction accélération, mais on sait qu'il y a une infinité de primitives possibles à la fonction accélération. On va chercher la seule qui répond à la condition initiale que l'on a observée dans notre cas à nous. C'est-à-dire que la vitesse s'annule au bout de 1,6 secondes. Donc voilà notre problème résumé. À présent, il nous reste à le résoudre. Alors, comme a est une fonction constante, on peut déterminer que une primitive de a sur R+, c'est la fonction grand A égale moins 9,8 fois t. Alors pour ça, c'est assez simple, si vous voulez en être sûr, il vous suffit de dériver cette fonction grand A. Si vous dérivez grand A de t égale moins 9,8 fois t, vous retrouverez moins 9,8. Donc ça signifie que cette fonction grand A de t égale moins 9,8 fois t est une primitive de la fonction a de t égale moins 9,8. On peut en déduire que toutes les primitives de a sont de la forme t donne moins 9,8 fois t plus c, où c est une constante réelle. Alors maintenant, on va chercher la primitive qui nous intéresse nous, donc qui répond à la condition initiale. On va appeler cette primitive v. Donc voilà, soit v la primitive de a, telle que v de 1,6 égale 0. Et on va résoudre ça. v de 1,6 égale 0, ça signifie moins 9,8 fois 1,6 plus c égale 0, et il nous faut trouver la valeur de c qui résout cette équation. Donc on peut résoudre ça, ça fait moins 15,68 plus c égale 0, et donc on déduit c égale 15,68. Ça signifie que la seule valeur de c qui fait que la condition initiale est vérifiée, c'est 15,68. Donc la fonction v de t égale moins 9,8 fois t plus 15,68 est la seule primitive de a qui vérifie la condition initiale que l'on a observée. Résumons les données que l'on a jusqu'à présent. On sait que l'accélération, c'est une fonction a de t égale moins 9,8. Ça, c'est une donnée physique. On sait que la vitesse de notre balle, c'est v de t égale moins 9,8 fois t plus 15,68. On l'a déduit d'une observation sur le déplacement de la balle. Et à propos de cette vitesse, on sait que v de 1,6 égale 0 mètres par seconde, et on peut calculer également que v de 0 égale moins 9,8 fois 0 plus 15,68, ça fait 15,68 mètres par seconde. C'est-à-dire que la vitesse initiale de la balle, c'était 15,68 mètres par seconde. Au moment où elle quitte le lanceur, elle avait cette vitesse-là. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est modéliser, représenter le déplacement de notre balle par des fonctions mathématiques. Et à quoi ça nous sert ? Eh bien, justement à ce qu'on vient de faire, calculer notamment la vitesse initiale. On a pu calculer cette vitesse initiale alors qu'on n'avait pas pu l'observer, la mesurer directement sur l'expérience. Donc la modélisation mathématique nous permet d'obtenir des données que l'on n'avait pas à l'origine. La modélisation mathématique d'un phénomène, ça sert dans plein de domaines. Ça peut aller de la mesure de la vitesse d'une balle de smash à Roland-Garros à la prévision du décollage de la fusée Ariane, en passant par la conception d'une éolienne ou d'une centrale hydroélectrique. Dès qu'on a besoin de prévoir le comportement d'un phénomène, on va passer par une modélisation mathématique de celui-ci. Alors maintenant, on va pouvoir continuer notre observation et notre modélisation
en étudiant la position de la balle au cours du temps. Pour ça, on va faire une observation de plus. On va remarquer que le lanceur est situé à 1,20 m du sol. Donc ça signifie que au moment où la balle quitte le lanceur, elle est située à 1,20 m. Autrement dit, on peut l'exprimer mathématiquement comme ça, y0 égale 1,2. L'unité c'est le mètre, donc à 0 secondes, la balle a une altitude de 1,2 mètres. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la primitive de V sur R+, qui vaut 1,2 quand t égale 0. Comme tout à l'heure, on sait que y est une primitive de V, on sait aussi qu'il y a une infinité de primitives de V, mais la balle ne suit qu'une seule trajectoire. Donc il n'y a qu'une seule fonction y qui peut la représenter. Autrement dit, on cherche une primitive particulière de V. Et cette primitive, elle doit vérifier cette condition initiale, y de 0 égale 1,2. Voici donc le problème que l'on cherche à résoudre. Et pour faire ça, on va utiliser cette méthode. On va d'abord vérifier que la fonction grand V de t égale moins 4,9 t carré plus 15,68 fois t est une primitive de la fonction V. Alors pour ça, comme tout à l'heure, c'est très simple, il nous suffit de dériver la fonction grand V que je vous donne. Si en dérivant cette fonction grand V, on retombe sur la fonction V, alors ça veut dire que grand V est une primitive de V. Ensuite, on va en déduire que les fonctions de la forme moins 4,9 t carré plus 15,68 t plus c sont des primitives de V sur R+. Donc ça veut dire que toutes les primitives de la fonction V sont la fonction grand V à une constante près. Et enfin, on va trouver la constante réelle C, qui fait que la fonction y de t égale moins 4,9 t carré plus 15,68 t plus c vérifie bien la condition initiale que l'on avait, c'est-à-dire y de 0 égale 1,2. Alors je vous conseille d'essayer de le faire vous-même, mettez la vidéo en pause et revenez voir quand vous aurez réussi. Donc cette condition initiale que l'on avait, y de 0 égale 1,2, on peut la traduire en remplaçant y de 0 par son expression, c'est-à-dire moins 4,9 fois 0 au carré plus 15,68 fois 0 plus c égale 1,2. Et ça nous donne très simplement c égale 1,2. Donc ça signifie que la fonction y de t qui traduit le déplacement de notre balle, c'est la fonction y de t égale moins 4,9 t carré plus 15,68 t plus 1,2. C'est la seule primitive de la fonction v qui vérifie la condition initiale que l'on a observée. C'est-à-dire la condition initiale, je vous le rappelle, c'était la hauteur de la balle quand t égale 0 secondes. Je vais donc pouvoir reprendre la modélisation de ma situation, et aux données que l'on avait déjà, je vais rajouter celle-ci. La position est définie par la fonction y de t égale moins 4,9 t carré plus 15,68 t plus 1,2. On a une position initiale qui est y de 0 égale 1,2 mètres. Et maintenant, grâce à cette fonction, grâce à cette modélisation par une fonction mathématique, on va pouvoir calculer, par exemple, la position de la balle quand t égale 1,6 secondes, c'est-à-dire au sommet de la trajectoire. On peut aussi calculer quelle est la valeur de t au moment où la balle touche le sol, à l'atterrissage. Donc c'est-à-dire quelle est la valeur de t pour que y de t égale 0. Tout ça, c'est des choses que on aurait pu mesurer également, mais maintenant qu'on a une fonction mathématique, on peut les calculer. Alors là encore, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire vous-même. Je vais vous donner moi les solutions, mais très rapidement, sans détailler les calculs. Donc on trouve que à 1,6 secondes, donc pour le sommet, la balle se trouvait à 13,74 mètres, et on trouve également que à 3,27 secondes,
la balle se situe à 0 mètres, donc c'est le moment de l'atterrissage. Alors ce sont des valeurs approchées, bien entendu. Pour ce dernier calcul, celui du moment de l'atterrissage, il vous a fallu normalement trouver les racines d'un polynôme du second degré. Donc ça, il faut bien sûr que vous sachiez le faire pour trouver la solution. Je vous rappelle que le temps de l'atterrissage est forcément positif. Vous avez dû normalement trouver 2 racines, mais seule la racine positive nous intéresse. Donc voilà une utilisation assez classique et assez basique de la notion de primitive d'une fonction. C'est l'étude de la trajectoire d'un projectile dans l'air. On va voir maintenant une illustration sur GeoGebra des 3 fonctions que l'on vient de déterminer. Voici donc pour commencer la fonction accélération. Donc on voit que c'est une fonction constante qui a pour valeur moins 9,8. Si j'affiche maintenant la fonction vitesse, c'est une droite aussi, c'est une fonction affine, qui est décroissante, ce qui est logique puisque son coefficient directeur est négatif, et son ordonnée à l'origine c'est 15,68. On voit que ce point particulier, l'intersection de l'axe des abscisses et de la droite, c'est la racine de la fonction, et il est situé à t égale 1,6 secondes. Donc c'est-à-dire que au bout de 1,6 secondes, la fonction vitesse s'annule, elle devient égale à 0. Et au-delà de 1,6 secondes, elle devient négative. Ce qui représente en fait que la balle va vers le bas. La vitesse négative, ça représente que la vitesse est orientée vers le bas. Donc dans toute cette partie-là, la balle monte, et dans toute cette partie-là, la balle descend. Je vais afficher maintenant la fonction qui représente la position de la balle au cours du temps. Alors, on se rappelle bien que toute la partie négative des abscisses n'est pas intéressante, bien sûr. Le temps ne commence que à partir de 0. On voit que l'ordonnée à l'origine, ici, c'est 0, 1,2. Donc ça veut dire que quand t égale 0, la hauteur de la balle, l'altitude de la balle, c'était 1,2 mètres. Lorsque t égale 1,6 secondes, la hauteur de la balle est de 13,74 mètres. C'est le sommet de notre parabole. Et enfin, lorsque t vaut 3,27 secondes, la hauteur de la balle, l'altitude, est de 0. C'est le moment où la balle retouche le sol. Alors, on avait une autre racine pour cette fonction ici, mais c'est une racine dont la valeur de t, mais c'est une racine pour laquelle la valeur de t est négative, donc ça ne nous intéresse pas. Voilà donc à quoi ressemble la modélisation mathématique de notre situation balistique, si on la représente graphiquement. Eh bien, j'espère que ce chapitre vous aura aidé à comprendre ce que sont les primitives et comment elles fonctionnent. Comme d'habitude, je vous conseille d'essayer de refaire vous-même tout ce que l'on vient de faire, donc l'exercice, la situation. Vous pouvez même essayer de vous donner d'autres données pour cet exercice, pour essayer de trouver d'autres primitives avec d'autres conditions initiales. Vous pouvez aller sur GeoGebra pour modéliser les fonctions et leurs primitives que vous aurez déterminées. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour aller un peu plus loin sur ce sujet.